Alors, je vous propose aujourd'hui une lecture analytique d'un extrait du chapitre 26 du roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Cette lecture va bien sûr dans le cadre de la préparation à l'examen régional, mais pas que. Il faut également avoir comme objectif la pratique ou la maîtrise de ensemble d'outils d'analyse du texte littéraire qu'il faudra justement appliquer à chaque fois qu'il faut mettre en évidence la signification du texte, signification c'est-à-dire ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, ce qui est dit directement et ce qui reste sous-entendu. Bien sûr, dans ce texte, on commencera par la situation du passage, parce que sans situation du passage, sans mise en situation, on ne pourra pas comprendre oui, le texte comme il convient. Puis on passera à la forme et au type du texte. On se posera la question de savoir si ce texte-là est un récit ou plutôt un discours. Vous savez que là, dans ce roman, il y a bien sûr un mélange entre le récit, la narration, description et le discours de l'ici et du moi, ici et maintenant. Les indices de l'énoncé ancrés dans la situation d'énonciation. Bien sûr, la réponse sera celle du discours, c'est plus discours que récit, d'où la question de savoir quels indices d'énonciation vont nous permettre justement de justifier cette dimension discours, ce côté discours du texte. Et donc, on verra les pronoms personnels se référant au destinateur et au destinataire. Le destinateur sera bien sûr le narrateur, le destinataire c'est sa fille et à travers sa fille les juges, ceux qui condamnent et toute la société. On verra les adverbes du temps et de lieu, de l'ici et du maintenant, et de peut-être tout à l'heure dans le futur aussi. On verra les modalisateurs parce que quand le discours est ancré dans la situation d'énonciation, l'énonciateur exprime sa subjectivité à travers des modélisateurs, les modalisateurs appréciatifs ou les modalités appréciatives. Donc on cherchera les modélisateurs, quels mots, on étudiera le choix des mots qui portent, on verra en passant parce que ce sera plutôt une lecture analytique. On ne va pas faire une lecture à partir d'axes de lecture comme dans une lecture méthodique, mais on verra voilà, au fur et à mesure des lignes l'intérêt que peuvent nous présenter voilà, les mots, le type de phrase, les métaphores, les figures de style, les adverbes, les questions, etc. Tout ce qui a un sens. Tout ce qui peut participer à la mise en valeur de la signification. Alors, les modélisateurs, choix de mots qui portent un jugement ou une appréciation. Et on verra aussi les types de phrases. On passera également, on verra quelles sont les figures de style, bien sûr, et leur effet. Et puis, les champs lexicaux et leur répartition dans le texte, le champ lexicaux et leurs effets, les effets recherchés à travers les champs lexicaux et les effets recherchés à travers l'emploi des figures de style. Tout cela, c'est dans le cadre de la modélisation. Alors, modéliser, c'est utiliser des mots, des types de phrases, des figures de style, également des champs lexicaux. Alors, la progression des temps également retiendra notre attention, comment les temps progressent du présent vers le futur, vers le passé, et puis le retour au présent. Tout cela pour mettre justement en valeur la signification de ce texte. On conclura bien sûr par un bilan de ce qu'il faut retenir et bonne lecture.
La situation de passage. Alors, comme vous voyez là, c'est le chapitre 26. Et comme vous savez déjà, à partir du chapitre 22, il est à la conciergerie. Il est à la conciergerie du palais de justice après le rejet de son appel. Le rejet de son appel, c'était à 6h30 du matin, après que l'huissier est venu lui lire la décision du procureur. L'exécution sera aujourd'hui, pour aujourd'hui, lui avait dit l'huissier. Donc il lui reste 6 heures à vivre. Il est 10 heures. 10 plus 6, ça fait 16. 16 heures, c'est l'heure de son exécution. 16 heures, c'est-à-dire 4 heures. Il est 10 heures. Le présent de il est, c'est le présent d'énonciation. Il se réfère au moment où il parle. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Regardez là, l'énumération des verbes au futur. Je serai, c'est une certitude parce que c'est le futur de l'indicatif et le futur indicatif parmi ces valeurs, c'est ce qui est effectif, ce qui va se réaliser, c'est certain, c'est une certitude. Je serai mort, je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. On va voir là, en même temps, en lisant ce paragraphe, l'énumération d'actions violentes que ceux qui ont exécuté la peine, que les hommes, ils peuvent lui faire subir cette violence, cette maltraitance, même mort, on ne va pas l'épargner. Je serai mort, je serai quelque chose d'immonde, de sale, modalité appréciative, d'immonde, qu'entraînera comme une bête sur la table froide des amphithéâtres, bien sûr, pour le soumettre à la dissection, pour le soumettre à l'examen, à l'étude scientifique. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera. On va disséquer mon corps. On va mouler ma tête. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une pierre, un cercueil, et tout ira à Clamart. Clamart, c'est un cimetière. Bon, vous voyez là, il fait exprès de souligner cette violence certaine, cette maltraitance dont les hommes sont capables au nom de la justice. Bien sûr, il s'adresse à sa fille, c'est son destinataire, mais son destinataire réel, derrière cette lettre imaginaire, c'est ceux qui jugent, c'est toute la société, pour leur montrer la violence de leur jugement et leur barbarie. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Vont faire, c'est le futur proche. Ils vont me tuer, en vers aussi, et en cérémonie, c'est-à-dire avec cynisme. C'est comme si c'était un spectacle. Voilà ce qu'ils vont faire tout à l'heure, dans l'immédiat, c'est tout proche. Ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Pourraient, c'est la valeur du conditionnel. Le conditionnel pour exprimer le souhait. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela? Pourquoi cette question-là? C'est parce que ce qui arrive, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Tu ne peux pas comprendre, Marie, cette violence dont sont capables les hommes. Comprends-tu, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose, pour le bien de la justice. C'est une dévalorisation ici de la justice, parce qu'il avait déjà dit aussi dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Me tuer, c'est une répétition. Pauvre petite. À la répétition, de pauvre petite fille, pauvre petite, parce qu'elle est innocente et sera victime de cette peine de mort. Ton père qui t'aimait tant, et là en rouge, c'est une énumération de verbes à l'imparfait pour souligner l'habitude, imparfait à valeur d'habitude. Et cette énumération également pour mettre en valeur l'omniprésence du bonheur
et de l'amour d'autrefois. Et de quoi est capable cet homme qu'on juge comme étant un criminel, une brute cruelle, mais en réalité, il est plein d'humanité. Cette humanité qu'il faudra voir. Qui t'aimait tant, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blond et parfumé et passé là. Donc là, c'est le bonheur, le champ lexical du bonheur et de l'amour. La main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. Qui prenait, qui passait, bon, qui prenait ton joli visage ronce dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux. Et le soir, remarquez cela, et le soir, chaque soir, joignez tes deux petites mains pour prier Dieu. Et là, regardez, ce rôle éducatif du Père, il lui transmet les bonnes valeurs, il lui transmet le pardon, la religion, n'est-ce pas? Donc là, c'est quelqu'un justement de croyant et indirectement, c'est quelqu'un qui ne mériterait pas euh, euh, ce destin-là. Remarquez là, ce qui est en bleu, les anaphores. Qui est-ce qui? L'anaphore de l'interrogation et l'anaphore de l'exclamation. L'anaphore des adverbes interrogatifs et des adverbes exclamatifs. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Donc avec beaucoup de regret et de dépit. Comment te déshabitueras-tu? Comment te déshabitueras-tu? Comment tu perdras l'habitude? Comment tu vas vivre après moi les jours de l'an, le jour de l'an, des étrennes, des cadeaux, des beaux joujoux, une bonne énumération pour mettre en valeur ce que cette fille, cette famille va perdre. Le jour de l'an, les étrennes, les beaux joujoux, les bonbons et les baisers, tout cela sera perdu à cause de tout ce bonheur familial sera perdu à cause de cette peine. Qu'est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon cher enfant, du jour de l'an, de Noël, des étrennes, des cadeaux, des beaux joujoux, énumération pour mettre en valeur justement ce bonheur, cette joie de la fille qui va être perdue, ce bien-être familial, cette atmosphère festive qui sera perdue par cette fille innocente, victime de la peine de mort. Des beaux joujoux, des bonbons et des baisers. Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, regardez là, pauvre petite fille, malheureuse orpheline, c'est pour mettre en valeur l'innocence de cette fille-là. De boire et de manger. De boire et de manger parce que le père est une ressource pour sa fille. Donc grâce à lui, elle peut subvenir à ses besoins, il peut vivre matériellement parlant. Donc elle sera privée de cela au nom de la justice. Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et là, nous avons un argument contre la peine de mort. Là, c'est la thèse vraiment de ce discours. Il s'adresse bien sûr aux juges et à toute la société pour leur dire, voilà, il faudra comprendre que vous êtes en train, par cette loi, par ce jugement cruel, de prendre la vie à un père et de faire la valeur. Rappelons aussi que les phrases interrogatives de ce paragraphe-là, qui a terminé la première partie et qui commence la deuxième partie, ces phrases interrogatives et ces phrases exclamatives, qui est-ce qui, et comment, expriment bien sûr non seulement le regret de ce père, de ce malheureux père, son incompréhension, mais aussi son énorme inquiétude pour l'avenir de sa fille. Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Donc là, il s'adresse directement aux juges pour toucher leur fibre de père, leur sensibilité de parents, pour mesurer l'ampleur de la perte qu'il va subir. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, bien sûr, là, on
valeur, et il met en valeur la vie dure. Là, il rappelle la vie dure que va mener cette fille-là, qui peut-être il va lui arriver malheur, comme c'est arrivé au Frioche quand il avait 6 ans, parce qu'il avait perdu toute sa famille, il n'était pas à l'école, la vie était dure à supporter, il était obligé de voler euh, pour survivre. Il a survécu, mais est-ce que Marie, elle, cette pauvre petite fille, pourra également survivre? Et si elle survit, c'est dans quelles conditions malheureuses et avec quel avenir incertain? Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Que deviendra-t-elle? Son père sera. Donc là, c'est le retour au futur. Regardez, sera, deviendra, rougira, tout ce qui est en vert. C'est une certitude. Vous voyez là le passage, la progression des temps du présent vers le futur simple, ce qui est certain, vers le futur proche, et puis aussi l'imparfait, se venir pour mettre voilà, en évidence, pour mettre en évidence cette opposition entre le passé heureux et le présent tragique. Et c'est là, si on peut dire, cette opposition entre le passé heureux et le présent tragique et malheureux, c'est de cette situation, de cette opposition que peut naître aussi le pathétique. Donc ça va susciter certainement notre empathie de voir le sort de ce malheureux père euh, passer d'un bonheur certain et durable vers oui, une tragédie certaine. Voilà. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Donc elle n'aura pas seulement, cette peine n'aura pas seulement des conséquences sur la vie matérielle de cette fille-là, mais aussi sur sa vie psychologique, sur sa réputation. Elle rougira de moi, de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi. C'est une gradation là. Elle sera méprisée, repoussée, vile, stigmatisée, rejetée par la société, parce qu'elle sera toujours considérée comme la fille d'un criminel et d'un condamné à mort. De moi, la répétition, c'est beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, de moi, qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. C'est une hyperbole, qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur, pour mettre en valeur la force de l'amour dont est capable cet homme, par opposition à la force, à la violence, à la barbarie de ceux qui le condamnent. Ô ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai, tu auras honte et horreur de moi? Est-il bien vrai que tu auras honte et honte de moi? Donc c'est toute sa réputation qui est mise en jeu. Donc cette peine, non seulement elle prend la vie d'un père, mais aussi elle met en danger la réputation et l'équilibre psychologique et l'intégration sociale d'une fille, d'une pauvre petite fille. D'où la phrase là qui sonne comme une conclusion à cette situation incompréhensible, parce que est-il bien vrai que comprends-tu cela, Marie? Donc c'est incompréhensible ce qui nous arrive. Misérable, moi, donc un regret, c'est lui qui est misérable. Quel crime, c'est une anaphore. Quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Moi, j'ai commis un crime, oui, mais la société aussi, comme moi, elle commet un autre crime au nom de la justice. Donc, on peut considérer cela comme étant un argument contre la peine de mort. Oh, est-il bien vrai? Encore une fois, la répétition de est-il bien vrai pour dire que ce qui arrive là, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre que les êtres humains soient capables de condamner d'autres êtres humains de cette façon. Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Donc, avant la fin du jour, c'est un indice d'énonciation aussi. Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd, ce bruit sourd
un bruit sourd, c'est un oxymore. Bruit sourd de cris que j'entends. Regardez le présent, j'entends, s'apprête, c'est, respire, se meut, c'est, touche, est, pour dire, voilà, finalement, c'est de la réalité, c'est la réalité. Je ne rêve pas, comme il l'avait déjà cru à la fin du chapitre 1. Ah, ce n'est pas du rêve, c'est la réalité, c'est exactement la même chose, le même sentiment. Là, je suis face à la réalité horrible, tragique. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir? Le futur proche, c'est imminent, imminent, c'est très proche. Avant la fin du jour, est-il bien vrai que c'est moi, ce bruit? C'est moi, ça veut dire moi, cette personne, plein d'humanité, plein d'amour, plein de bonté. Et le crime, elle a été, voilà, oui, le jour du crime, c'était un jour dépareillé, comme il a dit. Il n'est pas un criminel, euh, c'est-à-dire criminel qui récidive, qui une brute de criminel. Non, c'est quelqu'un qui a commis un crime un jour comme cela, comme pourrait peut-être arriver à quiconque dans une quelconque situation. Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux, on peut dire aussi une hyperbole, tellement, tellement, tellement de gens, mais ces gens-là, comme en cérémonie, ils expriment leur joie, c'est scénique. Ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte pour montrer son enthousiasme sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme en main rouge, c'est une périphrase pour dire, voilà, le bourreau, il n'a pas dit seulement ce bourreau, et il a dit l'homme en main rouge pour montrer son aspect sanguinaire, aussi cruel. C'est pour moi, c'est moi qui vais mourir, moi, le même, qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, laquelle ressemble à une table, une autre table, c'est une comparaison. Autrement dit, pourquoi pas? Pourquoi moi, je ne mériterais pas, voilà, être en famille, autour d'une table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait, hein, le souhait, aussi le conditionnel pour le souhait, et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, remarquez la répétition de moi, depuis le début jusqu'à la fin, c'est comme s'il donnait hein, l'impression de pleurer, oui, de se plaindre. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Donc, voilà, c'est la réalité cruelle. Voilà, alors pour le bilan de lecture de l'extrait chapitre 2, donc nous avons vu la situation du passage, le jeune condamné est à la conciergerie du palais de justice, dans une chambre, bien sûr, c'était juste après le frioche, la scène avec le frioche, il est seul maintenant et il pense à sa fille. Le jeune condamné est à la conciergerie du palais de justice. Il est transféré là pour son procès verbal, après le rejet de son appel. Après la scène du frioche, on le déplace dans une cellule voisine. Seul, il se rappelle sa fille, à qui il adresse une lettre imaginaire. Bien sûr, il adresse à sa fille, mais à travers sa fille, au juge et à toute la société pour leur montrer, pour les sensibiliser au fait que ce jugement est un jugement inhumain et cruel. Le type de texte, est-ce un récit ou plutôt un discours? Nous avons dit que c'était plutôt un discours. La justification. Alors, c'est plutôt un discours. Quelle justification? Les indices d'énonciation. Il utilise le je, le moi, le tu, donc les pronoms personnels. Il utilise aussi l'adverbe de temps. Encore 6 heures. Maintenant. Avant la fin du jour. Il utilise aussi des adverbes, un adverbe de lieu. Ici. Moi qui suis ici. Ou qui est ici. Donc moi qui suis ici. Les temps du discours. Le présent, on l'a vu, le futur proche, le futur simple. Et bien également les types de phrases. Interrogatives directes et les phrases exclamatives. Nous avons dit que ces phrases-là, c'était pour exprimer d'une part son émotion, sa douleur morale, d'autre part son incompréhension.
quand il pose des phrases interrogatives, c'est pour montrer qu'il ne comprend pas ce qui arrive. Destinateur, le condamné, un jeune père de famille. Bien sûr, dans ce roman, Victor Hugo, puisqu'il fait un roman à thèse, bien sûr, il a bien choisi le profil d'un personnage qui sera persuasif. Il est père de famille, instruit, cultivé, humaniste même, on l'a dit aussi. On pourra dire humaniste parce qu'il ne pense pas seulement à sa vie, mais il pense aussi aux malheureux qui viendraient après lui. C'est le chapitre 7. Et même si cela, il avait dit dans ce chapitre, au début du chapitre 7, regardez, pour vérifier, il dit que voilà, si son écriture ne le sauve pas lui, au moins ça va contribuer à sauver d'autres après l'abolition de la peine de mort. Bon, le destinataire, d'abord Marie, bien sûr, évidemment, dans cette lettre imaginaire, parce qu'il lui dit toi, tu, etc. Il s'adresse à Marie, sa fille de 3 ans. Puis, à travers elle, les juges et toute la société. L'intention de l'énonciateur, exprimer sa douleur et son regret, mais surtout persuader ceux qui jugent de la cruauté et de l'inhumanité de la peine de mort, qui ose priver un enfant de son père et un père de sa fille. Passons maintenant à la progression des temps et leurs valeurs. D'abord, le présent actuel, dénonciation, quand il dit « il est 10 heures ». Alors, qui n'est pas loin de l'heure fatale, 16 heures, ça veut dire 4 heures. Il est 10 heures. Puis, le futur simple, de l'indicatif qui exprime la certitude de ce qui va lui arriver, l'inévitable, l'inexorable. Ce futur a aussi une valeur de postériorité. Ça veut dire ce qui va m'arriver, c'est après ma mort, très proche. La valeur de postériorité par rapport à ce qu'on va lui faire dans le futur proche. Ensuite, le futur proche. On va me tuer, on va me tuer. Le futur proche exprimant que la fin tragique inévitable est imminent et très proche. Après, c'est l'imparfait, donc le souvenir pour évoquer une habitude à travers une longue énumération de verbes à l'imparfait. Soulignons la richesse de ce bonheur familial marqué par l'amour, l'ambiance festive, la présence du père et la bonne éducation. Donc on a vu là l'imparfait avec sa valeur d'habitude parce que l'imparfait peut exprimer la description, la répétition et l'habitude. Il peut également exprimer le commentaire. Encore une fois, la projection dans le futur. Donc il revient au futur. La projection, pour parler bien sûr de son inquiétude pour sa fille, de sa réputation qui sera en jeu. Encore une fois, la projection dans le futur pour souligner ce que sa fille va perdre et ce qu'elle va endurer, la stigmatisation dont elle sera victime. Enfin, le retour au futur proche. Elle nous rappelle aussi au futur proche et surtout, c'est le dernier paragraphe, surtout le présent actuel qui domine pour dire que c'est la réalité. C'est pour insister sur la réalité tragique, impitoyable, inéluctable. Rappelons maintenant les champs lexicaux que nous avons soulignés. D'abord au paragraphe 1, la mort et la barbarie de ceux qui condamnent au nom de la justice. Je serai mort, on traînera sur la table froide, remarquez-le, ce verbe-là, traîner, plein de violence, c'est déshumaniser, traîner comme un objet, quelque chose de sans valeur, sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera, un tronc qu'on disséquera, disséquer, bien sûr, découper, afin d'étudier. On mettra plein une bière, un cercueil, une tombe, et tout, le tout, sans valeur, le tout, c'est comme un tas de choses, le tout ira à clamart. Ils vont me tuer, me tuer. Voilà, l'insistance sur cette mort, la violence de cette mort-là. Comprends-tu cela, Marie?
Pourquoi cette question-là de comprends-tu cela, Marie? Parce que, évidemment, un être humain, et a fortiori une fille, hein, et surtout une fille, hein, elle ne peut pas comprendre cette violence qui vient des êtres humains, qui sont censés être pitoyables et avoir de l'empathie pour les autres. Ils sont incapables de pitié, la pitié bien sûr, qui distingue les êtres humains des autres créatures. Le narrateur fait exprès, notez bien, le narrateur fait exprès d'insister sur cette barbarie en parlant à une enfant. Son but est alors de rappeler aux juges la cruauté de leur jugement. Ce qu'ils font est de l'ordre de l'incompréhensible, de l'inhumain. Paragraphe 3, c'est le bonheur familial et surtout l'amour. J'ai oublié de mettre là l'amour, le bonheur et l'amour, bien sûr, un bonheur familial fondé sur l'amour. Il t'aimait tant, t'aimait beaucoup, baiser, embrasser ton petit cou, passer la main sur ton visage, prenez ton sur tes cheveux, hein, prenez ton visage, joli visage, te faisait sauter sur ses genoux, j'ai oublié de mettre, te faisait sauter sur ses genoux, c'est la joie, et le soir, joignez tes mains. Joignez tes mains pour prier Dieu, hein. Joignez tes mains, c'est un père capable, bien sûr, un père présent et aussi capable de passer les bonnes valeurs religieuses à ces filles-là, à cette fille-là. Donc, plein d'amour, une vie pleine d'ambiance festive et d'amour. Remarquez l'opposition entre ces deux champs lexicaux, la violence au nom de la justice et moi, ce que je suis capable de faire au nom de l'amour. Donc cette opposition-là qui met en valeur justement la tragédie de cet homme et suscite aussi notre empathie. Là, c'est comme dans tout le récit de Victor Hugo, il y a plein de figures de style. N'oubliez pas que c'est d'abord le poète, hein. Victor Hugo le poète qui et l'orateur aussi, le poète et l'orateur parce qu'il était en politique, hein. Le poète romantique, d'où la force de son style, d'où les figures. Ces textes, voilà, dramatiques, parce qu'il était dramaturge aussi, et ces textes narratifs, comme sa poésie, regorgent de figures de style. Alors, figures de style et leurs effets, ou bien et leurs effets. D'abord, l'énumération. L'énumération des actions violentes. On a vu ça au premier paragraphe. Les actions violentes qu'on lui fera subir. Ce paragraphe 1, c'est les actions qu'on lui fera subir, les actions violentes qu'on lui fera subir au futur. Alors, et l'effet recherché, c'est d'écrire l'horreur dont sont capables les partisans de ceux qui jugent au nom de la justice ou ce qu'ils appellent la balance de la justice. L'énumération aussi des participants à la cérémonie du spectacle. Ça, on ne l'a pas vu, mais revenez au texte pour voir cette énumération-là qui concerne voilà, les gendarmes, voilà, les gens qui sont ici, les gendarmes qui sont là, le bourreau également de ce côté-là. Il y a plein d'énumérations pour dire, voilà, tout le monde là, toute cette préparation, c'est pour moi. Alors, c'est également, au début du texte et à la fin du texte, cette énumération, il a à peu près le même effet. Seulement, à la fin du paragraphe, c'est en préparant sa mort, alors que le premier paragraphe, c'est après sa mort. Alors, l'énumération des participants à la cérémonie du spectacle. Une cérémonie, c'est comme si c'était la fête. Le dernier paragraphe, au dernier paragraphe, c'est pour mettre en évidence la réalité de l'exécution et la cruauté de ce qui se prépare avec l'accord de tout le monde. Tout le monde est d'accord pour préparer cet événement, ce spectacle, comme s'il se préparait à la fête. Énumération des verbes à l'imparfait au paragraphe 3 pour souligner la valeur de ce que cette peine fait perdre à la famille, le bonheur et l'amour. Les anaphores, il y a plein d'anaphores. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui?
Comment te déshabitueras-tu? Comment te déshabitueras-tu? Eh bien, l'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un ensemble de mots au début des phrases. Et également, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Alors, la deuxième, on peut également considérer comme une répétition, mais ce sont deux phrases coordonnées. Quel crime est, hein, la deuxième phrase, donc on peut dire que ce sont deux parties de la phrase coordonnée et chaque début de proposition, la première proposition c'est quel crime, la deuxième proposition c'est une anaphore aussi, hein, c'est une anaphore. Alors, pour l'interrogation, l'immense dépit ressenti, l'immense regret, c'est pour exprimer l'immense regret ressenti envers le sort de sa fille. Qui est-ce qui va te faire cela? Donc, elle va perdre son père, qui est comme une ressource, une source d'affection, et une source d'affection, une ressource aussi matérielle. Quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société? C'est le regret et l'incompréhension de ce qui se passe. Les figures de style, la suite. Il y a beaucoup de répétitions aussi. Ils vont me tuer pour insister sur cette violence de la mort. La douleur, c'est pour exprimer la douleur aussi. Est-il bien vrai? Est-il bien vrai? Est-il bien vrai? C'est une répétition hein, dans tout le texte. La valeur de cette répétition, c'est qu'il ne réalise pas ce qui lui arrive, il ne croit pas à ce qui lui arrive. Et puis, l'expression de moi et le mot moi et qui se répètent beaucoup, surtout vers la fin, dans les deux derniers paragraphes, pour exprimer le regret, également pour donner l'impression qu'il pleure. En lisant ces mots qui se répètent là, ça traduit, ça imite le sanglot, les pleurs, et bien sûr, pour exprimer sa douleur. Nous avons également une comparaison. Assis à cette table, laquelle, cette table, ressemble à une autre table et pourrait, pour dire l'espoir, aussi bien être ailleurs. Il regrette l'ambiance familiale qu'il va perdre, parce que la table, c'est le symbole de l'union familiale, quand on est autour de la table ensemble, voilà, pour un moment de famille et de partage. Le regret de l'ambiance familiale qui va perdre. Le conditionnel, là, exprime le souhait. Alors, l'hyperbole, ce flot de peuple joyeux, c'est horrible de voir tant de gens dans de pareilles situations de mort, tant de gens joyeux, c'est le paradoxe. Eh bien, il exagère là. C'est beaucoup de gens qui sont là comme pour la fête, comme pour le spectacle agréable. Alors, ce flot de peuple joyeux, l'hyperbole, pour mettre en valeur la réaction cynique, cruelle, qui accentue sa douleur. Il a autant mal parce qu'il voit les gens exprimer leur joie à l'occasion de sa mort. Moi, qu'il aime de toutes les tendresses dans mon cœur. C'est la force de l'amour. Il aime sa fille tellement. La force de l'amour qui s'oppose à la violence du châtiment. La périphrase. Cet autre homme aux mains rouges, nous avons dit que c'est le bourreau avec son rôle sanguinaire. Il n'a pas seulement dit, il ne s'est contenté pas de dire, eh bien c'est un bourreau. Il l'a remplacé, parce que la périphrase est une figure de remplacement, il l'a remplacé par une expression plus expressive, plus suggestive, pour mettre en valeur cet aspect sanguinaire, impitoyable de cet homme. Et puis la gradation. Elle sera ma fille après ma mort, elle sera méprisée, repoussée, rejetée de la société, vile, mauvaise, à cause de moi. Là, il souligne la violence de l'injustice sociale, la stigmatisation, dont la discrimination, donc la stigmatisation dont sa fille sera victime. Là, on va parler, dans cette diapositive, des registres. Les registres
tragique et pathétique. Registre ou tonalité, les registres sont un ensemble de procédés au service d'une tonalité. La tonalité, c'est-à-dire c'est la caractéristique du style. Le registre, c'est les procédés utilisés par le narrateur afin de produire un effet sur son lecteur. Eh bien, la tonalité lyrique, quand il énumérait les actions, l'imparfait, l'habitude, le bonheur et tout ça, c'est un moment lyrique. Mais c'est un moment lyrique, mais qui est isolé dans un petit paragraphe. Mais ce qui domine, c'est pas le lyrisme, c'est pas le lyrique. La tonalité lyrique, c'est seulement un seul paragraphe. Et autrefois, c'est le bonheur. Mais cette tonalité lyrique, c'est pour mettre en valeur le tragique du présent. Et bien sûr, afin de susciter notre pitié. Voilà, l'opposition entre autrefois lyrique bonheur et le sort tragique de maintenant, c'est cette opposition-là qui nous fait, qui suscite notre empathie, donc d'où la tonalité aussi pathétique. Alors, la tonalité lyrique, ça veut dire qu'il chante le bonheur d'autrefois. Et surtout avec cette répétition-là de verbes à l'imparfait. Le tragique, c'est la mort. Et surtout au début et à la fin. Au début, là, c'est la présence forte de la mort. C'est le sort fatal proche du paragraphe 1, par exemple. Sort fatal proche. Et à la fin également, cette préparation à la mort, au spectacle, à la guillotine, à la décapitation. Le pathétique, donc, vient de cette opposition entre aujourd'hui et autrefois. En plus, ce pathétique vient de la souffrance de ce jeune père depuis le début jusqu'à la fin, avec ses anaphores, ses répétitions qui traduisent, qui imitent voilà, les pleurs, voilà, le son, on sent qu'il pleure. Donc c'est la souffrance. Le point de vue narratif. Là, le point de vue narratif, c'est interne, partout dans le roman, le point de vue interne. Pourquoi? Parce qu'il utilise je, moi, et exprime ses sentiments, ses sensations et ses perceptions, ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sent. Les types de phrases dominants, c'est les phrases interrogatives pour exprimer l'incompréhension face à ce qui lui arrive, à ce qu'ils vont lui faire, et les phrases exclamatives pour exprimer sa douleur, et surtout morale. Maintenant, venons-en aux arguments, parce que la visée de ce discours, bien sûr, elle est argumentative. Alors là, il y a une thèse qui sous-tend tout ce discours. Alors, quelle est la thèse sous-entendue dans ce discours? Eh bien, tuer le père d'un enfant ou d'une enfant est un crime. Alors, comment est-ce qu'on peut voir cette thèse-là? C'est à travers deux arguments qu'on va relever. Relever du texte deux phrases argumentatives directes qui défendent cette thèse. Eh bien, d'abord, les juges, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Voilà, ce qui est dit, c'est clair. Et puis, l'autre argument, misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Eh bien, les deux font deux très bons arguments pour défendre la thèse de départ que tuer le père d'un enfant est un crime.